Salut Yann. Salut Julien. Écoute, merci de venir sur le podcast CM au sommet et la vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment hyper content de te recevoir. Bah pareil. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet par rapport au community manager. Alors, en fait, on va partir d'une situation assez commune, tu vois, pour la communauté de CM. En fait, les CM qui sont débutants et qui se lancent dans le monde du travail, on va dire, avec leur entreprise, ont vraiment du mal à prospecter. C'est vraiment difficile pour eux, c'est quelque chose qui n'est pas naturel et ils ont l'impression de passer pour des vendeurs de tapis, tu vois. Et ça les gêne terriblement, j'ai l'impression, et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de t'inviter dans cet épisode pour parler de ça, parce que tu es quand même le spécialiste de la prospection sur LinkedIn. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie et est-ce que tu peux expliquer ton parcours aux auditeurs et auditrices du podcast ? Ouais, carrément. Alors moi, j'aide les coachs, consultants, formateurs, freelance, bref, beaucoup d'indépendants qui vendent leurs services à des professionnels ou à des entreprises à développer leur activité, principalement via la prospection, parce que pour moi, c'est l'une des façons les plus rapides de développer son business, de trouver des clients. Il y a le contenu, etc., ce qui est très utile. Mais pour moi, c'est quelque chose de plus long terme. Donc, j'insiste beaucoup sur la prospection, sur le fait d'aller démarcher sur LinkedIn, par exemple, mais ça peut aussi être sur Instagram ou par email, tu vois. Et l'idée, c'est vraiment d'approcher les personnes de façon assez subtile. Souvent, les gens, ils ont en tête la prospection ultra agressive, tu sais, ces messages ultra spammy qu'on peut recevoir parfois dans nos boîtes de réception. Donc, moi, j'ai une approche très différente de la prospection, beaucoup plus humaine, on va dire, beaucoup moins agressive, frontale. Et du coup, j'essaye de casser un petit peu cette approche traditionnelle du vendeur bourrin qui prospecte. Et j'enseigne cette méthode beaucoup plus efficace et soft de la prospection aux indépendants. Du coup, tu disais, tu vois, que par la prospection, c'est beaucoup plus rapide. Qu'est-ce qui est plus rapide par la prospection ? Est-ce que c'est vraiment plus rapide ? C'est-à-dire que si tu veux décrocher des clients, tu vois, en créant du contenu, par exemple sur LinkedIn, il faut te constituer une audience. Pour te constituer une audience, il va falloir publier tous les jours pendant des semaines, voire des mois, pour pouvoir avoir de premières personnes intéressées. Et ensuite, tu dois échanger avec ces personnes et les convertir. L'avantage de la prospection, c'est que tu peux envoyer un message et décrocher un contrat. Alors ça, c'est quand tu es bon, quand tu sais qui cibler, quel mot choisir, etc. Mais tu n'as pas besoin tu vois, d'avoir des centaines d'abonnés, des milliers d'abonnés, etc. Tu peux juste, si tu t'adresses à la bonne personne, décrocher un contrat, un joli contrat, vraiment rapidement. Tu vois. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est ce qui m'a permis vraiment de faire décoller mon business. Et c'est pour ça que c'est ce que je recommande. Alors, il y a des personnes, encore une fois, qui ont du mal un peu au début parce qu'elles voient vraiment la prospection comme un truc vraiment vendeur de tapis, tu vois, comme tu disais. Mais c'est vraiment pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Et donc, il y a deux options. Tu vois, il y a la prospection. Enfin, il y en a plus. Il y a la publicité, etc. Mais on va pas rentrer là-dedans. Mais les deux grandes méthodes traditionnelles, c'est la prospection et le contenu. Et voilà, pour moi, c'est vraiment il suffit d'un message en fait pour développer ton business, pour changer ta vie d'une certaine manière, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est pour moi vraiment la façon la plus rapide. Et pourtant, tu vois, tu dis ça, mais en fait, la majorité, par exemple, des community managers ont peur de prospecter, tu vois, ça fait peur. Ouais. D'où ça vient déjà cette peur et comment toi tu expliques, comment tu rassures les gens à propos de ça ? En fait, je pense que déjà dans le métier de CM, il y a beaucoup de créatifs. Et dans les créatifs, il y a beaucoup de gens qui ont du mal justement avec cette posture de se vendre en fait. Les créatifs en général, je vais généraliser à fond, mais il y a beaucoup d'introvertis, beaucoup de gens qui aiment pas forcément aller se confronter comme ça à des inconnus. Tu vois, moi je suis comme ça de base, c'est pour ça que j'en parle. Et j'ai commencé en tant que CM justement, c'est aussi pour ça que je me permets de dire ça. En général, on a l'impression de déranger. Et en réalité, la clé c'est plutôt de se dire qu'on a quelque chose à apporter à la personne en face. Je pense qu'il y a beaucoup d'indépendants qui voient, de CM notamment, qui voient la prospection comme le fait d'aller demander quelque chose à quelqu'un. Mais quand on est prestataire de service, quand on est CM, on a de la valeur à apporter. On peut aider une marque à développer sa notoriété, sa visibilité, etc. Donc, je pense que la clé, en fait, pour changer ça, pour ne pas avoir peur de démarcher, c'est de se dire qu'on fait c'est presque une faveur qu'on fait à la personne en face quand on va la démarcher. Parce qu'on lui propose, on peut l'aider. Et je pense qu'il y a beaucoup d'indépendants qui n'ont pas en tête, qui ne sont pas conscients de ça. Ils se dévalorisent, ça peut être le syndrome de l'imposteur aussi. Ils ne se sentent pas assez compétents, donc ils ne vont pas se dire
je démarche cette personne pour l'aider, mais plutôt pour lui prendre de l'argent. Et c'est vraiment une question d'état d'esprit, de mentalité qui est, tu vois, c'est vraiment là que ça se joue, c'est dans la tête que ça se joue. Et à partir du moment où on renverse ça, on aborde quelqu'un pour l'aider, il n'y a pas de raison en fait de se dire je dérange, j'ai un truc à lui vendre. Non, on est là pour aider la personne en face. Et il faut être du coup assez sûr de ses compétences, de ses capacités et tout. Et c'est à partir du moment où on l'est, où on est. C'est aussi pour ça qu'il faut être vraiment compétent. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui prospectent alors qu'elles ne sont pas assez compétentes. Je sais que tu as une formation pour aider les CM justement à devenir des CM compétents. Je pense que c'est important de savoir, enfin de vraiment être calé sur son sujet. Et c'est une fois qu'on a cette confiance qu'on peut prospecter en se disant voilà, je peux vraiment apporter de la valeur à la personne en face. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de le faire, quoi. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Enfin, tu as dit beaucoup de choses. Le syndrome de l'imposteur, avoir peur de demander quelque chose, de prendre le temps de quelqu'un, s'excuser, de demander à un dirigeant, en fait, de lui demander un peu de son temps. Du coup, c'est une approche qui n'est pas bonne, en tout cas, pour aller dans la prospection, en tout cas, c'est sûr. Ouais. C'est ce que tu disais. Alors, je m'en mêle un peu, mais parce que tu as dit beaucoup de choses. Mais le syndrome de l'imposteur, ça bloque à fond les personnes de ma communauté, ça c'est clair. Dans ma formation, les apprenants, souvent ils sont bloqués par ça. Il faut savoir aussi que dans le community management, c'est une généralité également, mais c'est tiré de l'étude du blog du modérateur, quand même, qui est un média assez influent dans le domaine. Donc 70% des personnes, des community managers en France sont des femmes, tu vois. Et j'ai l'impression que le syndrome de l'imposteur, c'est une généralité aussi, parce que je connais des femmes qui n'ont pas le syndrome de l'imposteur, mais en tout cas, j'ai l'impression que la plupart des personnes qui ont ce syndrome, comme tu dis, sont les créatifs, et comme il y a beaucoup de femmes dans le milieu, et que les dirigeants, souvent, ce sont des hommes, j'ai l'impression qu'il y a un rapport aussi de peur. Ouais. Voilà, donc bon, ça c'est les généralités, et peut-être que je m'avance un peu trop, mais moi je le vois, par exemple, le jour où je déjeunais avec des entrepreneurs, et c'était tous des hommes, c'était tous des dirigeants, voilà, ils ont des équipes, tout ça, et ils me disaient, nous on a pris une alternante, mais elle nous a servi à rien, on a changé, on a pris une autre, on n'a pas compris ce qu'elle voulait nous apporter, tout ça. Et j'ai dit, ouais, mais des fois, alors moi je leur ai répondu, des fois c'est les dirigeants qui font peur, parce que la majorité des alternantes en communication et en marketing sont des femmes. Et voilà, il y a ça aussi qui peut bloquer. Voilà. Ouais, en fait, mais même que ce soit les hommes comme les femmes, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'excusent un peu trop d'être là, tu vois. Et c'est aussi une question d'âge, je pense. Moi, quand j'étais gamin, tu vois, quand j'avais 21 ans, j'avais pas du tout la même assurance qu'aujourd'hui, forcément. Tu vois, je venais de me lancer sur le marché du travail et tout. Enfin, je me rends compte aussi avec le temps de ça, c'est que mon moi d'il y a 10 ans n'a absolument rien à voir avec qui je suis aujourd'hui en termes de confiance par rapport à mes compétences, parce que j'ai aussi, tu vois, de jolis résultats aujourd'hui qui, forcément, au fur et à mesure de tes résultats, de tes accomplissements et tout, tu te dis, voilà, je suis pas un imposteur, en fait. Et je pense que c'est... Donc, il y a plusieurs choses, mais c'est vrai que culturellement, il y a beaucoup aussi de femmes, notamment, qui se sentent pas à leur place, qui se sentent pas assez compétentes, mais c'est vraiment un truc que je retrouve chez beaucoup de monde, finalement. Donc c'est l'âge, c'est le manque d'expérience, etc. Mais donc il y a des choses, comment dire, on peut il y a que le temps qui va faire que ça va disparaître, mais il y a aussi essayer de travailler sur son état d'esprit et se dire j'ai quelque chose à apporter à la personne en face. Je suis pas là pour lui prendre de l'argent, en fait. Tu vois, moi quand je prospecte, c'est presque comme si je faisais une faveur à la personne en face. Moi, je demande rien, j'ai quelque chose à apporter. Et ça, en fait, ça prend beaucoup, beaucoup de temps d'inverser tu vois, de penser comme ça, en fait, d'inverser sa mentalité. Et pourtant, pour moi, c'est vraiment l'une des grosses clés, quoi. Ouais, il y a une notion de culpabilité dans ce que tu dis. Qu'il faut écarter, quoi. Parce que c'est pas ça, en fait. On se dit, en fait, on a l'impression que c'est pas bien de demander de l'argent. En fait, je pense qu'on est vraiment dans cette logique de je vais prendre quelque chose à la personne en face. Mais c'est complètement faux, parce que c'est un rapport qui est presque égalitaire. Enfin, tu vois, d'une certaine manière, il y a un échange de valeurs. Donc, le prospect, le client donne de l'argent et toi, tu apportes tes compétences. Et concrètement, si tu es vraiment bon, tu vas largement permettre à la personne, je vais y arriver, de largement rentabiliser son investissement. Donc, il faut réfléchir comme ça aussi, tu vois. C'est-à-dire que si tu as peur de demander 1 000 euros, par exemple, à un client, c'est que tu peux pas lui rapporter plus. Et pourtant, ça devrait être le cas. Donc,
moi aujourd'hui, je suis conscient de ce que je peux apporter à mes clients. C'est peanuts ce que je leur demande par rapport à tout ce que je peux leur apporter. Et du coup, j'ai aucun problème à demander même de très jolies sommes parce que je peux leur apporter beaucoup, beaucoup plus. Donc il y a vraiment cet état d'esprit, encore une fois, à acquérir, quoi, qui se fait pas du jour au lendemain. Il faut pas mal d'entraînement, de l'expérience, réussir aussi à avoir des résultats, et ça vient doucement. Mais je pense que dès le départ, faut être conscient de ça, et c'est ce qui amène doucement à être de plus en plus à l'aise en prospection, quoi. Ouais, totalement. Ouais. Bah écoute, alors, on a parlé beaucoup de cette peur. C'est très intéressant. Il y a pas mal d'éléments qui vont inspirer pas mal de monde, je pense. Tu disais que on pouvait faire la prospection sur tous les réseaux. Tu vois, quand tu es community manager, tes clients, ce sont souvent des entreprises, ça peut être des associations, tout ça, des PME, des plus grosses boîtes ou quoi. Sur quel réseau c'est plus intéressant de faire la prospection en tant que CM, à ton avis? Et voilà, déjà, première question. Alors, la question à se poser quand on se demande quel est le meilleur réseau, c'est où se trouve ma cible. Donc, tu vois, concrètement, si tu te poses cette question-là, en tant que CM, en général, il y a tout un tas de cibles différentes, hein, mais t'as les agences sont pertinentes, les startups, tu as tout un tas de boîtes comme ça. Et moi, je trouve que LinkedIn, c'est le réseau phare en B2B quand on s'adresse à des professionnels, parce qu'on peut facilement avoir accès à eux. Un réseau comme Instagram, c'est pas déconnant non plus, tu vois, quand tu bosses avec des boîtes qui sont présentes sur Instagram. En fait, c'est toujours pareil. Où est-ce que ta cible se trouve le plus? Et je sais qu'il y a beaucoup d'agences sur LinkedIn, il y a beaucoup de startups sur LinkedIn. Donc, tu vois, par exemple, c'est pertinent quand on s'adresse à ces cibles-là. Donc, moi, je privilégie LinkedIn pour les indépendants de manière générale. Mais il y a des cas où tu peux aller sur Instagram aussi. Mais c'est vrai que LinkedIn, en fait, l'avantage par rapport à d'autres réseaux comme Instagram, etc., c'est que c'est un contexte professionnel. Les gens sont là pour faire du business, ils ne sont pas dérangés. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a moins de problèmes à les démarcher. Ils s'attendent à se faire démarcher. Alors, il faut bien le faire. Mais en tout cas, ils sont pas choqués, tu vois, de recevoir des propositions, etc. Ils sont même là pour ça, finalement. Ils sont pas là pour se faire bombarder, se faire spammer. Mais quand ils sont sur LinkedIn, ça veut dire qu'ils sont dans une logique de développement de leur activité, et donc ils sont ouverts à des propositions. Et c'est ce contexte qui fait que il y a une certaine réceptivité des prospects par rapport aux messages qu'on peut envoyer. Et tu vois, on peut accéder très facilement sur LinkedIn à des décideurs. C'est-à-dire qu'on peut envoyer une invitation à n'importe quel CEO. Alors, il faut bien s'y prendre pour qu'il accepte, pour qu'il réponde, etc. Mais en tout cas, on a accès à des personnes auxquelles on n'aurait pas accès en temps normal, tu vois. Tu as plus accès à certains CEO sur LinkedIn que sur Instagram. Si tu vises des CEO de start-up, ils ont tendance en général à répondre beaucoup plus sur LinkedIn, par exemple. Donc, pour moi, c'est LinkedIn. Maintenant, quand ta cible n'est pas sur LinkedIn ou sur Insta ou ailleurs, tu peux aussi trouver les emails. Tu vois, moi, je suis un grand partisan de la prospection par email, mais quand tu prospectes par email, il faut faire un peu plus de volume. Sur LinkedIn, tu peux envoyer moins de messages et avoir plus de résultats. Donc le temps, tu vois, si tu fais de la prospection personnalisée et pas automatisée, LinkedIn, c'est vraiment pour moi le meilleur réseau, quoi, pour démarcher, enfin le meilleur lieu pour démarcher. Tu vois, tu disais les agences, les agents, enfin quel type d'entreprise, tu vois, ont besoin en permanence de community manager, tu vois. Tu parlais d'agences, les agences, elles en ont besoin, mais tu vois, est-ce qu'il y a un moment dans la vie d'une entreprise où là, elle va avoir besoin de community manager, et est-ce qu'on peut identifier ça en tant que CM ou pas? En fait, il y a plusieurs choses à identifier. C'est-à-dire que faut savoir ce qu'on entend par CM aussi. Tu vois, bon, moi, je suis pas un expert du CM, c'est toi qui l'es, mais c'est-à-dire qu'un CM, c'est quoi? C'est quelqu'un qui gère une communauté existante. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui... Enfin, tu vois, moi ça fait longtemps que je le suis plus. Ça peut démarrer de zéro, tu vois. La communauté peut démarrer de zéro, la communauté, elle peut être existante, elle peut... Enfin, ou il peut y en avoir plusieurs, ou il peut y avoir juste une audience, c'est pas vraiment une communauté, donc il y a une transformation à faire, à opérer, ou il peut y avoir une recherche de notoriété qui n'est pas effective. Voilà, donc il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs possibilités en fait, mais tu vois, du coup, il y a cette question à se poser. Voilà, est-ce que moi je cherche à bosser avec des boîtes qui sont déjà bien implantées, qui ont une grosse communauté, et voilà, je préfère gérer, tu vois, les communautés existantes, ou alors est-ce que je préfère aider des boîtes à développer leur communauté? Et en fait, selon le cas, du coup, tu vois, l'approche va être différente, etc. Enfin, et les types de boîtes à approcher seront différents. Tu vois, moi, par exemple, l'une de mes premières grosses missions en tant que CM il y a plusieurs années, c'était, bon, je peux pas citer le média, mais c'était une boîte qui bossait avec de grandes marques.
Et du coup, et là en particulier avec une grande marque sur cette opération. Et du coup, pendant tout un été, je devais être derrière les réseaux de la marque pour l'opération en question. Et en fait, j'aurais jamais pu bosser pour la marque, si je n'étais pas passé par cette boîte qui bossait pour elle. En gros, c'était une agence slash média. Et du coup, tu vois, si tu veux bosser avec des boîtes qui ont déjà de grosses communautés, en général, le plus pertinent, c'est de passer par des agences. Parce que ces grosses boîtes qui ont des communautés, elles passent par des agences. Donc là, tu vois, je démarcherais plutôt des agences. Et c'est le plus facile. Après, c'est pas ce qui paye le mieux. C'est clairement pas ce qui paye le mieux. Mais c'est un bon début. Et si tu veux bosser avec de grosses marques, c'est un bon plan. Maintenant, si tu veux mieux gagner ta vie en tant que CM, pour moi, le mieux, c'est d'aider des boîtes qui démarrent sur les réseaux et les aider à faire grossir leur communauté, etc. Et dans ce cas-là, j'irais plutôt du côté des startups, en fait. Simplement parce qu'elles sont, tu vois, dès qu'elles ont levé des fonds et qu'elles sont dans une logique d'investissement dans leur croissance, là pour le coup tu peux leur proposer une stratégie, etc. Elles n'ont pas aussi une équipe énorme derrière, elles sont en train de se construire. Donc le mieux c'est pour moi d'arriver à la base, vraiment quand elles commencent, et ensuite du coup tu peux continuer avec elles sur le long terme. Donc, mais il faut vraiment distinguer les deux. Et les grosses boîtes, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu veux gérer une communauté existante, souvent les boîtes, elles ont déjà un CM quand elles ont une certaine taille. Mais c'est de façon ponctuelle sur des OP ou quand le CM est en vacances ou quoi, qu'elles vont faire appel à des agences. Et c'est là que les agences vont te déléguer le travail en tant que CM. Alors, en tout cas, moi, c'est les grandes boîtes que j'identifie. Après, évidemment, il y en a d'autres. Mais c'est vrai que si tu veux un bon budget, les startups pour les aider à développer leur communauté, c'est top. Et sinon, les agences pour bosser sur des projets un peu plus ponctuels, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est deux bons filons, hein, ces deux types de boîtes. Les agences, c'est vrai qu'elles ont, comme tu dis, elles ont des besoins qui sont ponctuels, mais après ça peut devenir plus long terme, hein, si le boulot est bien fait, si la relation passe bien. Ouais. Y a toujours des choses assez positives à bosser à travailler avec les agences. Comme tu dis, c'est pas ce qui rapporte le plus, mais en tout cas ça permet de faire gonfler le portfolio, surtout au début. Ça c'est très bien. Tu peux avoir de jolies marques dans ton portfolio, grâce à ces agences en fait. Pour débuter, c'est cool. Les startups aussi, après, pour capter quand les fonds ont été levés, ça, il faut aller sur les médias, par exemple Madines. Ouais. Les levées de fonds sont toujours affichées sur ce type de médias en ligne, là, la presse. Ou regarder des émissions type Qui veut être mon associé, ça donne de bonnes pistes aussi. Ouais. Et tu tapes dans Google Actualité, levée de fonds, start-up, tu trouves. Hein. Oui, on a plein en fait, il y a encore plus vite. Mais Madines, c'est un très bon blog que je recommande aussi souvent à mes clients. Tu as Madines, tu en as d'autres qui recensent les levées de fonds. Tu regardes les boîtes qui ont levé des fonds dans les 3-6 mois, 6 derniers mois. Là, tu as des bonnes opportunités, quoi. Après, évidemment, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est une idée en tout cas de bonnes boîtes à démarcher. Ouais, c'est clair. Mais il y a aussi des sites d'emploi, genre Welcome to the Jungle, bien sûr, c'est des offres d'emploi, mais tu peux contacter quand même les fondateurs et leur proposer des services. Il y a un bon plan aussi, c'est parfois tu as des boîtes qui cherchent quelqu'un en CDD ou un alternant. Et là, tu peux potentiellement aussi les démarcher pour voir s'ils ne cherchent pas quelqu'un, tu vois. En leur montrant que tu peux leur apporter des résultats. Si tu as un joli portfolio que tu peux montrer que tu es bon, ils peuvent te préférer toi un alternant qui n'a pas d'expérience, par exemple. Ça peut être un bon moyen de shipper certaines places. Oui, totalement. Tu vois, on parlait de... Ensuite, quand on a trouvé en fait les contacts à contacter, par exemple, on est sur Madines, on a trouvé... Ensuite, on va le chercher dans LinkedIn. Hein. Enfin, c'est ça le process, quoi. Ouais. Mais on peut trouver aussi dans LinkedIn des personnes qui recherchent aussi différemment en utilisant la barre de recherche, non, sur LinkedIn. Carrément. Ouais, tu peux chercher des personnes qui ont posté. Tu sais, tu as souvent des personnes qui écrivent sur LinkedIn et qui disent voilà, est-ce que j'ai dans mon réseau quelqu'un qui connaît un CM ou j'ai besoin de quelqu'un. Et ça, c'est un truc que tu peux faire tous les jours. Tu vois, tu peux taper, par exemple, dans la barre de recherche, cherche CM, tu vois, et tu sélectionnes les contenus les plus récents. Tu peux sélectionner tous les posts qui contiennent ce mot-clé et trier par l'ordre chronologique. Et voir les personnes qui ont publié ça récemment. Maintenant, donc ça c'est un bon plan pour être dans le tempo parfait, tu vois, dans le bon timing. Mais faut être rapide. C'est-à-dire que très souvent les gens qui font des demandes comme ça, ils se font bombarder de messages. Moi j'ai fait ça dernièrement sur Twitter pour une toute autre chose. Alors que je suis pas du tout actif sur Twitter, j'ai eu des demandes ultra rapidement. Donc faut être un peu au taquet quand tu fais ça. Mais ça peut. Enfin, il y a des personnes qui parfois ne pensent à LinkedIn, qui vont publier.
voilà, qui vont dire je cherche quelqu'un et qui n'ont pas un gros réseau, et dans ce cas-là tu peux parfois tomber sur de bonnes opportunités, mais il faut pas compter que sur ça. Pour moi c'est un truc à ajouter à sa boîte à outils si tu veux, mais ouais. Mais c'est vrai que quand t'es au taquet, ça marche bien. Moi, je l'ai fait, j'ai fait 3 fois. 3 fois, j'ai eu des contacts. Il y en a un qui est devenu client, il y en a un qui est presque devenu client, mais finalement, ça s'est pas fait. Puis une personne où j'ai laissé tomber, finalement, la mission n'était pas possible. Mais en tout cas, ça marche plutôt bien, mais comme tu dis, il faut être au taquet, quoi, tous les jours. Ouais. Bon. Moi, j'avais décroché un contrat comme ça à mes débuts sur Twitter. J'avais fait exactement la même chose, mais sur Twitter, parce que je trouvais qu'il y avait il y avait moins de concurrence sur Twitter. Tu vois, aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas checké, mais ça peut être une idée de taper exactement les mêmes mots clés sur Twitter pour voir s'il y a des personnes. Et j'avais eu un super contrat comme ça. J'étais le seul, je crois, à avoir écrit à la personne, et ça m'a permis d'avoir le contrat, quoi. Ouais, et puis sur Twitter, avec le TweetDeck, on peut se créer des recherches comme ça avec des mots-clés ou quoi. Ça, ouais. Et je crois que j'avais utilisé TweetDeck. Ouais, je crois que j'avais utilisé voilà, ça. T'as une veille de dingue sur Twitter. C'est vrai que Twitter, c'est un peu le réseau oublié à chaque fois. Ouais, je sais pas trop pourquoi, j'avoue, mais bon, parce que c'est un peu la jungle, je pense, mais il y a des trucs à faire parfois avec Twitter, ouais. Bah, c'est confidentiel, mais tous les fondateurs, enfin tous les dirigeants de boîte sont sur Twitter, parce que c'est un truc de dirigeant d'être sur Twitter, donc on peut toujours faire des bonnes trouvailles aussi. Il y a des petites pépites à trouver. Du coup, à quel type de profil on doit s'adresser dans une entreprise ? Tu vois, une entreprise, c'est large, il y a du monde. Toi, tu dis d'aller directement vers le décideur, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres types de profils qu'on peut cibler ou qu'on peut contacter, ou qu'est-ce que tu conseilles à propos de ça ? Moi, quand je dis décideur, déjà, ça ne veut pas forcément dire le CEO. Ça veut dire la personne qui prend les décisions de prendre quelqu'un ou pas. Et quand ce sont des grosses boîtes, le directeur marketing, c'est pertinent parce que le CEO, il a autre chose à faire. Tu vois, sur les boîtes qui font des centaines de millions ou des dizaines de millions, en général, c'est pas le CEO à qui tu vas parler. Le CM, il s'en fiche un petit peu. C'est pas trop son souci en général, même si c'est important, évidemment, mais c'est pas la personne à contacter. Pour le coup, le directeur marketing, du coup, c'est pertinent quand tu vas t'adresser à des boîtes assez importante, mais le CEO, par exemple, quand on parlait tout à l'heure des startups qui ont levé des fonds, là le CEO il est beaucoup plus accessible et c'est lui que ça intéresse, le développement de l'audience, etc. Donc là, dans ce cas-là, c'est plutôt le CEO qu'il faut contacter, quoi. Donc il faut distinguer en fonction de la taille de la boîte, en fait, tout simplement. Donc après, tu as des responsables marketing, parfois quand c'est pas le directeur marketing, mais faut vraiment faire gaffe à ne surtout pas s'adresser aux chefs de projet, aux stagiaires ou autres. Ces personnes-là n'ont pas du tout le pouvoir de décision, donc c'est vraiment une perte de temps. Mais faut pas avoir peur des CEO quand c'est des boîtes, quand c'est des TPE, tu vois. TPE, petite PME, c'est pas déconnant. Après, voilà, quand c'est plus gros, directeur marketing, responsable marketing, etc., ou directeur de la com, voilà. Mais en tout cas, c'est les deux grandes catégories de décideurs à viser, quoi. Ok. C'est quoi pour toi les 5 plus grosses erreurs à éviter quand on débute la prospection, tu vois? Alors, je sais pas si je vais en avoir 5, mais il y en a pas mal. Je pense que tu t'en auras 5, parce que moi j'en ai aussi à rajouter si jamais t'en trouves pas. Ouais, on peut en parler. Déjà... quand on est community manager. Bon, quand on est community manager et qu'on veut démarcher, quelles sont les erreurs ? Alors, pour moi déjà, la première c'est de pas faire ses devoirs, c'est de balancer des messages à balle à n'importe qui sans personnaliser quoi que ce soit. C'est-à-dire que pour moi une prospection qui marche, c'est une prospection qui commence par une certaine recherche de la cible. En gros, tu vas sur son site, tu regardes si elle est régulière sur les réseaux, sur quel réseau elle est, etc. Donc ça, quelqu'un qui ne fait pas ses devoirs par rapport à son prospect, qui va juste envoyer un message copier-coller à n'importe qui. Voilà, c'est un truc à ne surtout pas faire. Donc ça, ce serait la première chose. Pour moi, il faut vraiment personnaliser ces messages. Donc faire ses devoirs d'abord pour ensuite personnaliser son message. Une autre erreur, ce serait, on vient d'en parler, mais ce serait de parler, d'écrire à un chef de projet, un stagiaire ou quelqu'un qui n'a absolument aucun pouvoir de décision. Une autre erreur, ce serait de chercher en fait, de ne pas se mettre à la place de son prospect, de chercher à vendre son service dès le départ, dès le premier message, en fait, de pitcher de façon ultra frontale, ultra directe. Alors que le mieux, c'est vraiment de commencer en posant des questions, tu vois, à sa cible. C'est-à-dire que moi, souvent, ce que je recommande, c'est d'essayer d'identifier s'il y a un problème que tu peux régler chez la personne en face. Et là, en l'occurrence, en tant que CM, le problème que tu peux régler, c'est un problème de notoriété, ou alors, tu vois, peut-être que, j'en sais rien, la communauté est trop grosse et le CM n'arrive pas à suivre. Donc, tu vois, essayer déjà d'aborder
ces prospects en leur demandant s'ils ont un de ces problèmes-là. Et c'est seulement s'ils ont l'un de ces problèmes que tu peux éventuellement te dire, ok, c'est pertinent de continuer la conversation et de parler et de proposer en fait mon aide. Mais essayer de directement pitcher, proposer son aide alors qu'on n'a absolument pas identifié un problème qu'on peut régler. C'est une grosse erreur aussi, donc je crois que je suis à 3. Ouais, c'est vrai que t'es bien. T'as aussi le fait de pas être régulier dans la prospection. Ça, c'est un truc que je vois très souvent. La grosse erreur, c'est de prospecter quand tu as besoin de clients. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais ce que font beaucoup d'indépendants, c'est qu'ils attendent un peu le dernier moment d'être dans la panade, pour rester poli, tu vois, pour prospecter. C'est-à-dire qu'ils attendent que leur mission se termine avec des clients pour aller ensuite démarcher. Et ça, c'est le pire truc à faire, parce que c'est pas quand tu es dans l'urgence que tu es dans les bonnes dispositions. C'est-à-dire qu'en général, quand on est dans l'urgence, quand on a besoin de clients à tout prix, le prospect, il le ressent. C'est-à-dire que tu vas être ultra pressé de le convertir et du coup, tu vas faire de grosses erreurs. C'est-à-dire que tu vas vraiment essayer de vendre ton truc à tout prix sans prendre le temps de t'intéresser, justement, on en parlait au prospect, sans essayer d'identifier s'il a un problème, etc. Donc, le fait d'être dans l'urgence, d'avoir le couteau sous la gorge, en fait, ça te donne de mauvais réflexes, tu vois. Donc, pour moi, il faut absolument pas prospecter au dernier moment et essayer de s'imposer un rythme régulier. Tu te dis, par exemple, tous les mardis matins, je prospecte, ou tous les... tu vois, peu importe, en fait, mais il faut que ce soit régulier. Il ne faut pas que ce soit un truc tous les 36 du mois quand on a besoin. Et à partir du moment où tu prospectes, même quand on n'a pas besoin, c'est là que tu as un espèce d'effet cumulé. Tu vas avoir de plus en plus de conversations avec des prospects. Vu que tu n'en auras pas forcément besoin, tu vas prendre le temps avec eux. Ils vont sentir que tu es plutôt dans une logique d'apport de valeur. Tu vas essayer de les aider et pas forcément de vendre ton truc à tout prix. Donc, il n'y a que des avantages en deux mots, tu vois, à prospecter régulièrement et pas juste quand tu es dans la galère. Donc ça, c'est important. Et puis, je dirais aussi de ne pas abandonner trop vite. C'est-à-dire que tu as beaucoup de... Moi, il y a un truc que je trouve toujours fou, c'est que, en fait, on est dans une... je vais faire le vieux con peut-être, mais tu vois, on est dans une époque de gratification instantanée. Donc en fait, on se dit, voilà, je dois envoyer 10 messages et si je reçois pas de réponse au bout de 10 messages, ou si je décroche pas de client au bout de 10 messages, ça veut dire que je m'adresse pas à la bonne cible, ou que je propose pas le bon truc, ou que je m'y prends mal, etc. Il y a beaucoup de gens en fait qui abandonnent beaucoup trop vite. Parfois, moi, quand j'échange avec des indépendants, ils me disent, voilà, j'arrive pas à avoir des résultats en prospection, etc. Je leur demande combien de messages ils ont envoyés, ils me disent 10, 20, enfin c'est ridicule, tu vois. Donc faut pas abandonner trop vite en fait, ou au premier retour négatif. C'est pas parce que tu as quelqu'un qui t'envoie balader, tu peux même te faire insulter quand tu prospectes. Même si tu t'y prends ultra bien, même si tu cibles les bonnes personnes, que tu envoies les bons messages, que tu as vraiment de la valeur à apporter, tu peux tomber sur des abrutis, ou alors juste tomber sur des personnes qui te disent non, qui ne voient pas, qui ne sont pas au niveau de conscience suffisant pour pouvoir faire appel à un CM. Donc il y a plein voilà, tu peux te prendre des refus, même si tu peux apporter de la valeur. Donc il ne faut pas s'arrêter dès le départ, il faut être plus patient que ça et vraiment voir la prospection comme un marathon et pas un sprint, quoi. Donc je crois que ça fait 5, mais on pourrait ça fait 5. Pour en ajouter d'autres. ouais, bah là c'est génial. Donc si je résume, tu vois, tu dis donc il faut faire ses devoirs, il faut aussi identifier les personnes, les décideurs en entreprise. Il ne faut pas parler que de soi, il faut être régulier et pas hésiter à relancer et à suivre les demandes, à pas abandonner directement. Ouais. Là c'est important. Et puis moi je peux peut-être en rajouter une aussi. Parfois, on l'a dit au début, mais parfois il y a déjà un community manager, un chargé de communication ou quoi dans l'entreprise, et c'est pas pour ça que un CM ne peut pas prospecter en fait. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a déjà un CM dans l'entreprise que c'est mort, quoi. Parce que comme tu disais, des fois la communauté est trop grosse, des fois que le CM dans l'entreprise il débute, ou parfois il n'a pas les bons outils ou quoi, et c'est toujours possible, quoi. Ouais, il peut y avoir des besoins plus importants, tu vois, même pendant des périodes de l'année. Il peut y avoir des moments où il y a vraiment une grosse demande et du coup, ils ont besoin de renfort. La personne peut aussi être malade ou partir en vacances. Enfin, en gros, pas s'arrêter à ça. Voilà. Donc, ok, merci pour les 5 grandes erreurs à éviter quand on débute la prospection. C'est plutôt chouette. T'as donné beaucoup de choses. Du coup, à quel moment du parcours de prospection, en fait, quelqu'un que tu as contacté vient ensuite voir ton profil, tu vois.
Parce que sur LinkedIn, tu as ton profil. Bon, ok, on prend le gros parcours. Tu vas sur Madines, tu trouves quelqu'un, tu dis, ok, j'ai identifié 1 ou 2 ou 3 décideurs de cette boîte. Je vais aller sur LinkedIn pour lui envoyer des messages. Tu lui envoies les messages, tu fais 2-3 relances parce que tu n'as pas abandonné, et 3 mois plus tard, d'un coup, le prospect te répond. Tu sais pas d'où ça sort, mais il te répond. Ça arrive souvent. Et si il aperçoit ton message ou quoi, et il vient voir ton profil. Ça se passe comme ça généralement, ou le prospect, enfin, à quel moment il vient voir qui tu es en fait? En fait, il y a plusieurs étapes où il peut voir ton profil, tu as un peu de tout. Tu as des personnes qui vont, au moment où elles reçoivent ton invitation, dans laquelle tu n'as pas forcément envoyé un message, qui vont regarder ton profil. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois, pour moi et des clients que j'accompagne, d'avoir des personnes qui, dès l'invitation envoyée, disent « Ah tiens, je suis intéressé par vos services ». Alors, aucun mot n'a été envoyé, juste une invitation non personnalisée, parce que justement, elle a vu le profil. Le profil LinkedIn était bien optimisé, il s'adressait parfaitement à la cible en fait, il expliquait bien les bénéfices du service, etc. Et donc tu as des personnes qui vont directement, ce sont celles qui ont le plus gros besoin en fait, regarder le profil LinkedIn. Donc tu vois, tu as des personnes vraiment, bon c'est la minorité, ça arrive pas tous les jours, mais c'est un truc qui arrive. Et quand ça arrive, c'est magique parce que vraiment la personne elle est convaincue alors même que t'as rien dit quoi. Donc ça c'est un truc qui arrive. T'en as d'autres qui vont regarder après le premier message, tu vois, et qui vont répondre parce qu'elles sont convaincues par le profil, parce qu'elles voient que t'as quelque chose à leur apporter. T'en as d'autres qui vont jamais le regarder. T'as des personnes qui vont parler avec toi et même accepter ton appel, ta proposition d'appel téléphonique sans avoir regardé ton profil. Donc il y a un peu de tout. Mais moi, je recommande quand même d'optimiser son profil parce que tu as plus à gagner qu'autre chose qu'à perdre. Donc ça dépend vraiment. Il y a des personnes plus ou moins pressées, il y a des personnes, mais tu as des personnes qui vont pas regarder ton profil et quand tu vas les relancer, elles vont se dire « Ah mais tiens, celui-là, il est en train de m'écrire depuis un moment, mais en fait, il peut carrément m'aider. » Tu vois, ça m'est arrivé dernièrement d'avoir... quelqu'un qui m'envoyait des messages, je n'avais pas regardé ce qu'il faisait parce que je me fais bombarder en général de messages. Et là, je me suis dit, ah tiens, c'est pertinent ce qu'il fait. Du coup, ça m'a amené à lui répondre. Donc, pour moi, avant de prospecter, mais ça vaut aussi pour la création de contenu d'ailleurs, avant de prospecter ou de créer du contenu sur LinkedIn, pour moi, il faut vraiment optimiser son profil, vraiment l'écrire pour convaincre en fait sa cible, quoi. Ouais, tu disais au début que parfois des personnes viennent directement te voir parce qu'elles avaient trop besoin de tes services. En fait, j'ai discuté l'autre jour avec un fondateur d'une boîte qui me disait que lui, quand il cherchait des CM, parce que ça lui arrive de temps en temps pour des missions, en fait, il sait pas comment faire. Il me dit des CM, il y en a trop, il y a trop de profils, il y en a de tous les côtés. Et je vais sur des grandes plateformes de freelance, là, je vais même pas sur LinkedIn parce que j'ai pas envie de recevoir plein de messages, et même sur ces grandes plateformes de freelance, je reçois des centaines de réponses. Et il me dit, je sais pas qui choisir en fait. Tu vois, je sais pas vraiment qui choisir. Et donc, c'est vrai que pour les community managers, prospecter, ça pourrait être vraiment une porte d'entrée parce que, en fait, il faut savoir qu'il faut se mettre à la place des fondateurs. Quand ils recherchent quelqu'un, quand ils ont besoin de quelqu'un, ils savent pas tout regarder parce qu'il y en a tellement sur le marché. Et ça, c'est vrai que c'est important aussi de prospecter. Du coup, il y en a plein de gens qui l'oublient ça, mais ça peut aider vraiment la personne, quoi. En fait, quand tu prospectes, tu peux couper l'herbe sous les pieds des centaines de personnes qui répondraient à la demande du prospect. C'est-à-dire que ce qui est bien, la raison pour laquelle en fait c'est bien de prospecter régulièrement, c'est qu'il y a un moment, tu vas forcément tomber sur la bonne personne au bon moment, avant qu'elle envoie un message sur une plateforme ou sur LinkedIn et qu'elle se fasse bombarder de propositions. Donc c'est pour ça que, tu vois, c'est pour ça que pour moi vraiment prospecter c'est la meilleure chose à faire quand on démarre parce que tu vois, et le contenu aussi, mais c'est à dire que tu peux vraiment, si tu es régulier, tomber sur la bonne personne au bon moment et du coup elle va pas envoyer de demandes sur LinkedIn ou sur les plateformes et elle va se dire tiens il m'a contacté ou elle m'a contacté, il ou elle a l'air bien, j'ai bossé avec lui ou elle. Et juste je voulais rebondir aussi sur un truc, c'est qu'il y a un problème je pense qui est chez beaucoup de, là on parle plus de marketing que de prospection, mais en fait chez beaucoup de CM je pense qu'il y a beaucoup de CM qui se ressemblent en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de CM qui tu vois, en tant que quand ils connaissent rien aux réseaux sociaux, tu vois, en général la cible des CM c'est des personnes qui s'y connaissent pas beaucoup, qui veulent plus de visibilité, de notoriété, etc. Mais en général on ne sait pas distinguer un CMA d'un CMB. Et souvent, les CM ne rendent pas la chose facile parce qu'ils mettent en avant les boîtes avec lesquelles ils ont bossé, mais pas les résultats concrets qu'ils ont apportés. Tu me montres un CM, le portfolio d'un CM qui mentionne les chiffres
des opérations sur lesquelles il a bossé. En gros, grâce à moi, en X mois, on a apporté tant d'abonnés, etc. Et un autre qui dit j'ai bossé avec telle boîte, telle boîte, telle boîte, je choisis le premier. Tu vois. Et ça, je trouve que ça manque vraiment cruellement chez les CM, et ça vaut pareil pour plein d'autres métiers, tu vois, mais là on parle des CM. Mais du coup, forcément, le prospect, quand il a le choix entre des centaines de personnes et qu'elles envoient toutes le même portfolio avec des jolies marques parce qu'elles ont bossé avec des agences, bah, il ne sait pas qui choisir. Donc il ne faut pas oublier un truc, c'est que quand quelqu'un fait appel à un CM, c'est pour avoir un résultat concret, c'est pour faire grossir son business, en fait, très souvent, tu vois. Évidemment, il y a de la gestion dans certains cas, mais ceux qui sont le plus prêts à investir, ce sont ceux qui veulent faire grossir leur boîte. Donc si tu leur montres noir sur blanc que tu es la bonne personne pour ça, que tu n'es pas juste un énième CM qui va gérer, qui va poster, tu vois, qui va faire 3 publications par jour, bah, tu fais la diff en fait. Et du coup, bah, ce sera toi qui sera choisi. Donc si tu cumules prospection et qu'en plus tu montres que tu peux apporter des résultats concrets en mettant des chiffres dans ton portfolio, limite avant le nom de la boîte dans ton portfolio ou tes créas, tu mets les résultats, ça fait toute la différence. Donc voilà, c'était important pour moi de le mentionner. Ouais, totalement. Mais en fait, c'est vrai que les CM en plus, enfin les CM, les bons CM créent des reporting, tu vois, chaque mois. Et dans ton reporting, tu as des chiffres de ton client, tu as le taux d'engagement, tu as la portée, tu as les impressions sur les comptes de réseaux sociaux. Et juste indiquer ce chiffre sur LinkedIn, sur chaque client, comme tu dis, au lieu de mettre une énumération de clients, dire ce client, les chiffres du mois, c'est ça, ça, ça et ça. Ce sont des résultats, hein, les chiffres et les statistiques des réseaux sociaux. Tu les affiches, et voilà, et ça parle. Bien sûr, c'est hors du contexte et tout, mais ça parle quand même, quoi. Je veux dire, forcément, si tu es CM et que tu es bon dans ce que tu fais, bah, les chiffres vont augmenter sur les réseaux, et sur les reportings, ça va se voir, tu vois, plus 150% d'augmentation de la croissance d'abonnés, tout ça. Enfin, ce sont des chiffres qui sont largement possibles. Moi, ce que je mettais, c'était les résultats sur des campagnes de crowdfunding, sur des social ads, quand j'étais CM, et ils sont toujours sur mon LinkedIn d'ailleurs, plus 1000% d'objectifs. Enfin, je faisais péter tous les scores, et en fait, bah, ça, on le met, et c'est vrai que ça parle directement. Ce sont des chiffres, mais ça parle plus à des fondateurs qui, eux, sont habitués à gérer ça, les chiffres, quoi. Donc on n'embauche pas un CM juste pour embaucher un CM, tu vois. C'est-à-dire que, mais c'est pareil d'ailleurs pour les rédacs. Quand tu embauches un rédac, c'est pour être en première position de Google. Quand tu embauches un graphiste pour te faire une page de vente, c'est pour que ça convertisse. Donc tu vois, ceux qui ont le plus de résultats et qui peuvent facturer plus cher sont ceux qui peuvent apporter ces résultats. Et c'est pour ça que tu vois, ta formation pour aider les CM à avoir de vrais résultats pour leurs clients, pour moi, c'est indispensable. Tout CM devrait être capable d'avoir des résultats. C'est pour ça que je trouve ça top vraiment ce que tu fais par rapport à ça, parce que tu as plein de CM qui savent poster, qui connaissent tu vois, la technique des réseaux sociaux, etc. Mais ils ne se distinguent pas par les résultats qu'ils peuvent apporter. Donc pour moi, c'est indispensable de se former pour être capable d'apporter de meilleurs résultats que les autres. Et c'est comme ça qu'on peut bien vivre en étant CM, quoi. Oui, exactement. Ouais. Et ben, du coup, on va revenir à la prospection, mais ça en fait partie. De toute façon, ces sujets résultats, montrer les résultats. Et en plus, dans un autre épisode que j'ai fait avec AgoraPulse, on explique en profondeur comment prouver le ROI au client. Et ça, si tu écoutes le podcast en ce moment même, va aussi checker cet épisode parce que on en parle avec Émeric Ernoult qui est CEO d'AgoraPulse. On en parle tout le long de l'épisode et il donne plein de conseils là-dessus. Donc, je ferme la parenthèse. Alors, que dire, tu vois, dans le premier message. Alors, bon, je fais le tableau, je suis freelance, je suis CM freelance, je vais ajouter donc un décideur à mon réseau, tu vois, je fais inviter et sur les ordinateurs, on peut ajouter une note, tu vois, une courte note à 300 caractères. Quel type de message il faut écrire, tu vois, pour déjà c'est quoi l'étape? Il faut l'inviter dans son réseau, c'est ça? Ouais, en fait, il y a plusieurs façons de faire. Quand tu invites quelqu'un dans ton réseau, en fait, il faut savoir que pour pouvoir envoyer des messages, voilà, de la taille que tu veux à quelqu'un sur LinkedIn, il faut qu'il fasse partie de ton premier cercle de relations. Donc, il faut qu'il ait accepté ton invitation. Il y a deux approches quand tu invites quelqu'un. Soit tu personnalises ton invitation, soit tu ne la personnalises pas. Il faut savoir que quand tu ne personnalises pas ton invitation, tu as un taux d'acceptation qui est plus important. Par contre, si la personne accepte, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va te répondre par la suite. Donc il faut voir un petit peu ce qu'on veut. Moi, je suis partisan du fait de personnaliser son invitation comme ça. Quand la personne accepte, voilà, il y a un premier point de contact qui a été établi. Je vais te dire ce qu'il vaut mieux mettre dans cette invitation personnalisée. Mais moi, je préfère avoir moins d'invitations. Et tu vois, en mettant un petit message personnalisé pour la personne en face,
que voilà, d'avoir plein d'acceptations et personne qui répond derrière. Donc, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent les invitations un peu à la volée, comme ça, sur LinkedIn sans trop faire gaffe, tu vois. J'en fais partie d'ailleurs, moi, enfin, pas tout le monde, tu vois, mais j'accepte des personnes parfois sans grande raison, parce que tu fais grossir ton réseau aussi. Mais du coup, moi, ce que je recommande de faire, en fait, dans le premier message, c'est d'expliquer, en fait, comment rien vendre, surtout ne rien vendre dans cette invitation personnalisée, mais juste expliquer comment est-ce que tu as connu la personne en question. Tu vois, par exemple, peut-être que tu l'as découverte dans une interview. Tu vois, moi, si quelqu'un, par exemple, après le podcast, m'écrit en me disant « Ah bah tiens, j'ai beaucoup aimé ton interview chez Julien », j'ai de grandes chances d'accepter, tu vois. Et la personne ne vend rien, mais elle pourrait me vendre un truc après. Mais simplement, il s'agit de montrer que tu t'intéresses à la personne, montrer que tu n'envoies pas une invitation comme tu le fais avec des centaines de personnes avec un robot, tu vois. Les gens, ils en ont un peu marre sur LinkedIn de la prospection automatisée qui ressemble à rien. On peut bien automatiser sa prospection, mais au départ, pour moi, c'est pas pertinent quand on n'a pas déjà des résultats. Donc, il vaut mieux juste dire, voilà, comment est-ce que tu as découvert la personne, lui faire un petit compliment, tu vois, peut-être que tu aimes bien ses produits, peut-être que tu es même client chez cette marque, peut-être que tu as vu qu'elle a fait une levée de fonds, tu la félicites pour ça. Donc il y a plusieurs façons très naturelles en fait d'aborder un prospect. Et moi, souvent, ce que je recommande, c'est quand même d'envoyer un message sincère. Les gens, souvent, ils ont du mal parce qu'ils se disent « Ouais, mais je vais pas mentir, etc. » Mens pas, en fait. Si t'as pas envie d'envoyer un message et de dire un truc sympa à la personne en face, ne le fais pas parce qu'elle va le ressentir quand c'est bidon, tu vois. Moi, j'ai souvent En fait, je trouve qu'il y a un art dans la manière de complimenter quelqu'un. Alors, évidemment, moi, mon truc, c'est la persuasion, le copywriting, etc. C'est mon job, donc je sais comment, même si je voulais mentir sur un compliment, faire semblant qu'il est sincère, etc., aucun problème. Mais l'idée, c'est pas de faire ça, c'est vraiment de ressentir le truc, de vraiment aborder des personnes qu'on apprécie, dont on aime le travail, etc., parce que ça va faciliter les choses après, et on a envie de travailler de toute façon avec des personnes qu'on aime bien. Donc l'idée, c'est simplement de faire un petit message sympa en disant comment on l'a découvert, comment, voilà, féliciter, etc. Là, la personne, t'imagines bien, elle a beaucoup plus de chances d'accepter, et en plus, il y a un a priori positif par rapport à ça. Et après, je sais pas si tu veux qu'on passe sur la suite, une fois qu'elle a accepté. Ouais, en fait, c'était la question suivante, tu vois. En fait, déjà, ce que tu dis, c'est vachement cool, parce que en fait, être naturel au premier contact, les gens ils sont tétanisés au premier contact, j'ai l'impression, sur les écrans, mais même dans la vie réelle, hein, tu vois, des personnes à des événements qui sont tétanisés à aller parler aux autres personnes, c'est exactement pareil. Et comme tu le dis, quand on est sincère, ça passe en fait. Il n'y a pas de calcul, sincère, pas de calcul à faire. Mais tu sais, je compare ça un peu à... Alors moi, je suis pas du tout dans le game parce que je suis avec ma copine depuis 11 ans maintenant, mais tu vois, Tinder, etc. C'est pareil, les gens, ils sont nuls pour envoyer des messages. Mais alors, je dis en général, je parle pas des indépendants ou quoi, mais les gens, tu vois, et d'ailleurs, moi-même, je reçois des saluts, ça va sur Instagram, sans déconner. Toi aussi, c'est un truc de fou. Et les gens, ils font pareil sur Tinder. Et tu vois, mais ils font pareil que sur les applications de rencontres. Et en fait, je trouve que alors qu'il s'agit juste de te parler comme si la personne était en face de toi. Et en fait, le mur digital, j'ai l'impression qu'il rend les gens un peu idiots des fois. Alors que, qu'est-ce que tu dirais à la personne concrètement si elle était en face de toi? Tu pourrais dire j'aime beaucoup ce que tu fais, machin, j'aime beaucoup ton travail et tout. Et si c'est pas vrai, tu dis rien, mais tu l'abordes pas. Il faut pas se forcer, je pense, à aborder les gens quand on n'a rien à leur dire, tu vois. Mais c'est pour ça qu'il faut mieux aborder des prospects qui bossent dans des boîtes qu'on aime bien et tout. Ça facilite tellement le travail. Mais c'est vrai que les saluts, ça va, ou est-ce que je peux te poser une question et tout. Ouais, c'est lourd. Salut, ça va, on sent que ça va être nul. Mais oui, c'est une perte de temps en fait. Quand tu fais ça, tu ne respectes pas le temps de la personne en face. Non. Mais quand tu fais un compliment, etc., les gens, ils ont un ego, forcément, tout le monde aime bien être flatté, etc. Alors encore une fois, j'insiste, faut pas en jouer et mentir là-dessus. Ça se sent de toute façon à un moment. Moi, j'ai plein de gens qui me complimentent. Je sais qu'ils n'ont même pas regardé une seule de mes vidéos. Ils vont me dire j'aime beaucoup ce que tu fais et tout. Mais je le sens que c'est pas bon parce que j'ai l'habitude aussi, c'est mon taf. Mais voilà. Enfin, tu vois, il faut juste dire un truc honnête, sincère. Et si t'as rien à dire, tu passes à quelqu'un d'autre, quoi. C'est tout. Ouais, exactement. Et puis une fois que t'as créé cette relation, la personne a accepté, tu vois. Là, le but, je suppose, c'est d'essayer de poser des questions déjà pour essayer de comprendre c'est quoi sa problématique sur le CM. Et là, pareil, parfois c'est pas naturel de faire ça. Enfin, les gens se disent c'est pas naturel de faire ça, mais en fait, si, c'est juste alimenter la conversation. La personne répond, elle dit merci en général. Toi aussi, tu peux dire merci. Ouais. Et puis go, tu balances. Tu vois, c'est quoi l'étape suivante et c'est vers quelle étape il faut vite arriver le plus vite possible ou pas le plus vite possible, mais en tout cas quelle étape finale parce que en fait.
moi, j'ai fait pas mal ces erreurs, par exemple, en prospection. Je discute avec les personnes, ça dure une plombe, en fait. Il y a plein de messages qui sont envoyés, des paragraphes. Classique. Et, en fait, et là, tu te dis, mais c'est où que je vais, en fait? Où est-ce que je m'arrête? Ou est-ce que si je dis à la personne, ça y est, je te vends ça d'un coup, ça marche ou pas? Bah, moi, à chaque fois que j'ai fait ça, là, c'était silence radio après, enfin, c'était mort, quoi. Ouais, il y a un framework à suivre par rapport à ça. Alors, je ne vais pas utiliser les grands termes, mais pour faire simple, en fait, déjà, oui, il s'agit déjà de remercier la personne, tu vois, d'avoir accepté ton invitation. Ça, c'est assez logique. Il y a plusieurs façons, après, de s'y prendre. Tu peux... moi, souvent, ce que j'aime bien faire, c'est prolonger le début de compliment qui a été fait ou la remarque qui a été faite dans le premier message. En disant, ah ouais, comme je te disais, bah, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'adore ton produit machin, je l'ai acheté, je l'ai reçu la semaine dernière, il est top, bravo pour ce que tu fais. Et ensuite, donc tu vois, un petit paragraphe où tu prolonges vite fait la conversation, enfin le message que tu as envoyé, pour que ça fasse pas bizarre, parce que tu vas pas commencer avec une question, oui, est-ce que tu as besoin de quelqu'un? Enfin, tu vois, donc comme ça, c'est plus naturel. Donc remerciement, normal, tu prolonges avec un truc juste humain, quoi, tout simplement. Et ensuite... moi, ce que je recommande dans la conversation, c'est d'abord d'identifier un petit peu dans quelle situation se trouve le prospect, toi, d'un point de vue business, etc. Enfin voilà, est-ce que tout va bien, machin. Donc une question un peu large, tu vois. Ensuite, dans la conversation, je vais préciser après, mais l'idée, c'est de savoir, d'identifier s'il a un problème, et si ce problème, bah, tu peux le régler en tant que CM. Donc une question un peu d'ordre général. Ensuite, au fur et à mesure de la conversation, tu identifies le problème. Ensuite, tu essayes de voir si la personne est consciente des conséquences de ce problème, et si les conséquences de ce problème sont assez douloureuses, enfin assez, voilà, est-ce que, en gros, c'est un vrai problème pour la personne, il faut voir un peu son niveau de conscience par rapport à ça, parce que tu as des gens qui ont un problème, ils se disent, ouais, c'est pas bien grave, tu vois, mais il faut arriver à identifier si la personne... elle a envie, en fait, enfin, elle est consciente des conséquences. Est-ce que ça a un impact sur son chiffre d'affaires, par exemple, sur le développement de son business, etc. Et à la fin, il s'agit simplement d'identifier si la personne est ouverte à une aide extérieure pour régler ce problème. Donc tu vois, c'est pas très compliqué. Donc situation, voilà, problème, les conséquences de ce problème. Et ensuite, est-ce qu'elle a envie de se faire aider pour régler ce problème. Donc le premier message, ça peut être, donc voilà, tu prolonges ton invitation, ce que tu dis dans l'invitation, et ensuite tu peux dire, voilà, comme je te disais, voilà, j'ai découvert la boîte de telle manière. J'ai vu que vous étiez sur Instagram et trucs, mais j'ai vu que vous n'étiez pas présent du tout sur, je sais pas, sur TikTok. C'est volontaire? Enfin, vous envisagez d'investir cette plateforme à l'avenir? Simple curiosité, quoi. Tu vois, juste comme ça. Et en fait, tu as fait un compliment à la personne, tu l'as remercié, t'es pas relou, t'es pas en train de vendre quand tu fais ça. Ouais. Tu vois, t'es juste en train un peu de poser, tu vois, de mapper un peu sa stratégie social media, t'essayes de voir un petit peu, voilà, sur quelle plateforme elle est et tout. Et là, la personne, elle va te répondre, elle va te dire peut-être, ouais, non, on compte pas le faire, ou alors, en fait, je sais pas, tu vois, on préfère investir telle autre plateforme. Et là, du coup, tu peux continuer de façon très fluide la suite, enfin, tu peux continuer la conversation en essayant de voir justement si elle a un problème de notoriété, de visibilité, etc. Tu peux dire, ah oui, mais est-ce que, enfin, vous êtes sur Instagram et pas TikTok, mais du coup, Instagram vous suffit en termes de visibilité. J'ai vu que vous cartonniez, mais est-ce que vous êtes content des chiffres? Et tu vois, pareil, c'est ultra fluide. La personne va te dire oui, non, machin. Et en fait, au fur et à mesure, tu descends un cran. Et il ne faut pas que la conversation s'éternise. Il ne s'agit pas de chatter, voilà, comme tu peux le faire sur, tu vois. Il s'agit vraiment de garder en tête ce framework. Quelle est la situation? Est-ce qu'elle a le problème? Est-ce qu'elle est consciente des conséquences? Enfin, est-ce qu'il y a de grosses conséquences de ce problème sur son business? Et est-ce qu'elle cherche une solution? Et à chaque fois, chaque question que tu poses doit amener à l'étape d'après. Et c'est une fois que, tu vois, et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'éterniser et juste poser des questions pour poser des questions. Il ne faut pas poser des questions au hasard. Chaque question a un objectif. Elle doit permettre de cocher la case, en fait, simplement que tu as de ton framework. Et à la fin, si la personne, elle est ouverte à une aide extérieure, tu proposes un appel téléphonique, quoi. Tout simplement, dire, on peut s'appeler pour voir si je peux vous être utile. C'est ultra naturel, ouais. En fait. Ouais, quand on s'entend parler de ça, on se dit, il n'y a plus qu'à passer à l'action, en fait. Et j'espère d'ailleurs que les personnes qui écoutent ce podcast vont passer à l'action directement après le podcast. Et me feront des retours, ça serait super, quoi. Est-ce que tu as un dernier conseil à partager, un dernier truc à dire? Je dirais aux gens de manière générale d'être patient et enfin, on en a déjà parlé, hein, tu vois, pour le coup, mais l'entrepreneuriat, tu vois, donc on parle de devenir CM et de prospecter en tant que CM, c'est pas
voilà, c'est très à la mode et tout, et on voit des super succès sur les réseaux. Il y a des personnes qui ont des succès énormes, etc. Et je pense que ça a tendance à décourager certains parce qu'ils voient ça, ils se disent mais j'y arriverai jamais, etc. Je pense qu'il ne faut pas prendre ces cas comme des c'est pas la norme en fait, c'est pas la normalité. Et très souvent, pour avoir un business qui tient dans le temps, c'est juste une question de résilience, de patience. Et ça, je trouve que c'est pas un truc sur lequel on met assez l'accent. On parle beaucoup de ces résultats ultra rapides du jour au lendemain, qui en réalité sont très rarement réalisés du jour au lendemain. Il y a des exceptions, mais je pense que faut pas se dire voilà, je vais cartonner du jour au lendemain. Il faut vraiment avoir une réelle patience, être prêt à pas mal de sacrifices aussi. C'est un truc qu'on dit pas. Je sais que c'est pas très sexy, tu vois, de parler de sacrifices, de patience quand on parle d'entrepreneuriat. Les gens ont envie de gagner plein d'argent rapidement du jour au lendemain. On connaît ces youtubeurs qui racontent ce genre de choses. Mais je pense qu'il faut insister là-dessus. Et à partir du moment où on a vraiment envie d'atteindre cet objectif, d'être indépendant en tant que CM, par exemple, de vivre du CM, on a la patience nécessaire. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, encore une fois, c'est pas très sexy de dire ça, mais il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas être indépendants parce que leur objectif n'est pas assez important pour eux. C'est-à-dire que si tu t'arrêtes au bout de 10 messages de prospection, oublie, c'est pas pour toi en fait. Tu vois, je sais que je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais il y a beaucoup de personnes qui devraient pas le faire parce que ça demande beaucoup de sacrifices, des erreurs. Il faut être capable d'essuyer plus d'échecs que de réussites. Et c'est ça aussi être entrepreneur. Donc je voulais vraiment insister sur ce point-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient, je pense. Oh, merci pour tout. Avec plaisir. Merci à toi.